Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, je vais du côté de Reims et je vais à la rencontre d'Anthony Dizzy. Salut Anthony. Salut, j'espère que tu vas bien. Oui, écoute, ça va bien. Écoute, depuis la dernière fois où j'ai pu te croiser Hexagone MMA, numéro 9 à Reims, ça fait déjà une semaine maintenant? Non, plus, une semaine? Ouais, légèrement plus, mais c'était 10 jours quoi. Ouais. Donc c'était un super moment. Je passais un super moment à regarder un peu tous les combattants. Une super soirée avec pas mal de. T'étais chez toi en plus, donc c'était cool. Pas mal de supporters. Et voilà, ça m'a donné envie après d'en savoir un petit peu plus sur toi, sa manière de te préparer mentalement, ton histoire aussi. J'aime bien savoir derrière les combattants, il y a toujours souvent, comme je dis, il y a souvent une vie. Je veux dire, on vit pas du MMA aujourd'hui. En tout cas, peut-être ils sont très peu. Et c'est bien de savoir l'histoire derrière les hommes et tes motivations en tant qu'athlète de haut niveau et comment tu te prépares. Et c'est toujours instructif pour des gens qui sont un petit peu fans de ce que tu fais, d'aller écouter un peu comment tu te prépares et te connaître un petit peu plus. C'est toujours sympa. Voilà. Alors du coup, le podcast commence toujours par un petit portrait chinois. Avant ça, je vais te demander de te présenter un petit peu brièvement, sans rentrer dans les détails, on reviendra dessus après. Et puis après, on parlera un peu de ton parcours, on parlera un peu de la dimension mentale que tu as su développer et comment tu te prépares aussi. Et puis voilà, on est parti quoi. Ok, let's go alors. Du coup, moi c'est Anthony Dizzy, je suis combattant professionnel depuis 2012. J'ai un palmarès maintenant de 19 combats, 15 victoires et 4 défaites. J'ai combattu un petit peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Russie, au Kazakhstan, en Angleterre et puis en Europe, pays frontaliers, etc. Dans différentes organisations comme le PFL, le Bellator et puis d'autres plus petites. Avant ça, je suis originaire de la lutte. Depuis l'âge de 10 ans, je fais de la lutte et j'ai eu des résultats nationaux, internationaux en lutte. Ouais, c'est souvent le cas dans la MMA. Ce qui est assez chouette, c'est qu'on retrouve souvent des anciens, entre guillemets, champions de différentes disciplines qui viennent expérimenter et s'associer à d'autres disciplines. Et du coup, c'est ça qui fait un peu le charme de cette compète, je trouve. Ouais, après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va perdurer autant que par le passé, parce que finalement, par le passé, les gens qui sont de ma génération, même de celle d'avant, venaient d'une discipline et migraient vers le MMA. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, ils ont tout de suite la possibilité de commencer par le MMA. Donc peut-être que ce sera un peu moins le cas aujourd'hui ou dans le futur. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas mal d'académies qui prennent les gamins jeunes maintenant et qui les forment depuis le plus jeune âge jusqu'à la compétition. Ouais. Bon, peut-être que ça fera l'effet inverse. Peut-être qu'il y en a qui, du coup, se trouveront des grandes capacités dans certaines disciplines et migreront vers des... Peut-être, ouais. Ce sera peut-être un pôle de détection maintenant, le MMA, pour d'autres activités, tu sais. Pour savoir vers quelle discipline tu t'orientes. Ouais, c'est spécialisé. Exactement. Alors, on va commencer par un petit portrait chinois. Bon, c'est très court, hein. Pas de questions difficiles. Juste pour te connaître un petit peu plus, tes goûts, tes couleurs. Justement, la couleur. Si tu devais être une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Total. Pas de couleur. T'es bleu aujourd'hui. Je suis très bleu, vas-y, pas de problème. Tu peux même faire le rose. Hein. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel?
celui où je quitte le travail Ok. à 16h, on me dit. Ouais. Tu fais quoi de beau dans la vie côté du MMA au travail? Je travaille dans le Champagne, du coup, à Reims. C'est un peu l'emblème de notre région. C'était une qualité, tu seras laquelle? Qualité, la persévérance. Ouais, ça revient souvent chez les sportifs qui en veulent. Un trait de caractère qui te caractérise le plus? Déterminé. C'est ce qui me vient comme ça, sans forcément réfléchir. Mais ça reste spontané, c'est exactement ça que je cherche. La spontanéité de tes réponses. Si tu devais être un objet, tu serais lequel? Paire de basket. Si c'est de la spontanéité, c'est vraiment ce qui me vient. Pour aller courir ou pour... Ouais, oui. Allez. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire, que tu as souvent en tête et qui Ah oui. Ouais, j'en ai une qui m'a été donnée par... en fait, c'était il y a 2 ans peut-être, et c'est mon entraîneur de lutte, qui me suit depuis que je suis gamin, et qui me dit dans un moment un peu, où j'étais un peu dans le doute, tout ça, et il me dit, alors je l'ai plus exactement en tête, c'est une citation, c'est, comment dire, et je trouve qu'elle est hyper vraie, ça doit être vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Exact, ouais. Ça, je trouve que ça, c'est bien dit, parce que quand on aborde un combat, on sait qu'on va gagner contre une chèvre, il n'y a aucun plaisir à gagner, parce que c'est juste normal. Par contre, quand il y a de l'adversité et que tu es mis en difficulté et que tu ne sais pas à l'avance, même en cours de combat, si tu vas gagner, c'est là où tu peux vraiment te réjouir d'avoir gagné un combat dans la difficulté. Ouais, d'accord. C'est ce qui met la saveur. Oui, c'est ça. Si je te dis entrée, plat, dessert, tu choisis quoi? Comme entrée, comme plat et comme dessert? Un burger frites et puis un tiramisu. Ah, l'entrée, j'ai oublié. Bon, l'entrée, je la zappe. Tu les aimes, ok. Est-ce que tu as une personnalité qui t'inspire? Moi, spécialement, j'ai jamais été quelqu'un de fan de manière générale, mais par contre, s'inspirer de plusieurs personnes, surtout en fonction de leur qualité, parce que des fois, il y en a qui vont être fans. Les fans, c'est un peu inconditionnel, je trouve, c'est-à-dire que les fans de quelqu'un, peu importe. Alors que finalement, on peut avoir de l'admiration pour quelqu'un pour ce qu'il fait dans un domaine bien particulier. Donc, par exemple, je sais pas, si on apprécie un combattant, on apprécie sa manière de se battre, mais après, sa manière de se comporter dans la vie, finalement, c'est un être humain comme tous les autres. Un chanteur, c'est pareil. Donc, s'inspirer de différentes personnes. Et du coup, est-ce que tu t'inspires de différentes personnes, toi? Est-ce que tu en as qui t'ont une idée, qui t'ont amené là où... Je sais pas. Après, ça va être... Bon, j'ai pas spécialement quelqu'un en tête comme ça. Des fois, c'est les gens au quotidien où je remarque un trait de personnalité qui m'inspire. Ou alors, dans le sport, par exemple, un style qui m'inspire, c'est celui de Khabib parce que je m'y reconnais. Alors, évidemment. Ok, pour les personnalités. Écoute, on va rentrer directement du coup, dans le vif du sujet. On va parler de ton mental. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire? Avec du recul, alors à la fois, j'ai une fierté d'avoir fait ce que j'ai fait, mais de manière générale, je pense qu'on n'est jamais complètement satisfait et qu'on aurait toujours voulu en avoir plus. Donc, c'est ces 2 aspects-là à la fois que je ressens. Si je te dis rendre possible l'impossible au prisme de ton parcours, est-ce que ça fait écho? Non, parce que rien n'est impossible. À partir du moment où tu te donnes les moyens, c'est possible. Et puis, si je suis peut-être pas allé aussi loin que je l'aurais voulu, c'est parce que je me suis pas donné les moyens tels que je l'aurais dû pour aller plus loin dans ma carrière. Il y a des fois, tu dois faire des choix. Donc, par exemple, moi, j'ai fait le choix de continuer une vie professionnelle pour avoir une stabilité. J'ai fait le choix de rester sur Reims, alors que peut-être que si j'avais tout misé sur ma carrière sportive, j'aurais décidé de m'expatrier et de faire que ça. Ouais, Donc, c'est possible, mais ça dépend des moyens que tu mets en face. Bon, après, c'est sûr qu'on dit des fois qu'un âne, t'en fais pas un cheval de course. Donc. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Sur le fait de se donner les moyens et après de... Oui, c'est souvent une question de choix aussi. Le choix de... À partir du moment où, de toute façon, où tu fais un choix, tu fixes derrière tes objectifs. Donc, Et puis après, tu as conscience de tes choix et des répercussions que ça peut avoir. Alors, si je te dis le mot mental, ça serait quoi ta propre définition à toi de ce mot? Mental. Alors là, ma définition du mot mental, c'est être capable de ne pas douter, avoir
comment dire, des fois, il y a des moments qui sont difficiles et il faut être capable de surmonter ce moment. Et si tu devais te décrire pour toi un combattant ou une personne qui a un bon mental, tu mettrais quoi comme ingrédient dedans? Personne qui a un gros mental, Ouais. je sais pas, quelque chose de spontané qui me vient là comme ça en tête, c'est même pas un combattant de MMA. Je me souviens, alors c'est un mec, Johan Diniz, un mec qui faisait de la marche et qui était aux Jeux Olympiques, c'était le champion par élite chez nous, ce mec-là. Il est recordman du monde et tout, et aux Jeux Olympiques de Rio, le mec m'a quand même impressionné parce que il était pas dans les bonnes conditions, je crois qu'il avait subi un problème d'hydratation, etc. Et du coup, il en vient à marcher son 42 km, à chuter, à se chier dessus. Et quand il chute une fois, deux fois, trois fois, il se relève et il repart à l'envers et il s'en rend même pas compte. Donc là, quand je vois ces images-là, je me dis, le mec, il est déterminé comme pas permis, il est complètement déconnecté et il est en mode robot. Donc j'avais trouvé ça assez fort mentalement. Ah ouais, je connais pas cette histoire. J'irai me renseigner. C'est un Johan Diniz. Ouais. C'est quelque chose qui me vient spontanément comme ça. Ouais, c'est génial. C'est exactement ce qui est sympa, en fait. C'est la spontanéité de tes réponses. Mais du coup, je connaissais pas cette histoire. Alors, voilà. Je vais aller creuser. Je vais aller creuser. Ça se trouve, j'irai même l'interviewer, tu vois. Ok. Toi, pour te préparer mentalement, tu fais quoi? J'ai pas vraiment de rituel de préparation mentale parce que jusqu'à présent, alors je sais pas si c'est ma personnalité qui est comme ça ou si c'est le fait que j'ai fait beaucoup de compétitions depuis le jeune âge. Je pense que c'est une certaine force que j'ai. Moi, l'aspect mental, je pense que ouais, ça. Avant un combat, je pense qu'on a tous un peu d'appréhension. Alors quand je dis avant un combat, c'est des semaines avant et puis plus tu approches de la date, plus ça fait partie de ton quotidien et tu y penses chaque minute presque de ta vie parce que tu sais que ça arrive demain, après-demain, tu y penses tout le temps, mais pour autant, tu as toujours une phase de doute, mais après, elle est plus ou moins intense en fonction des combattants, je pense. Moi, juste avant un combat, je rentre vraiment dans la phase de préparation mentale, juste peut-être une heure avant le combat et encore, c'est de manière progressive. Je démarre mon échauffement, et puis, je me concentre surtout sur ce que je sais faire, ce que je vais faire, sur mes points forts, et je me focalise là-dessus, tout en étant vigilant sur aussi les points forts et les dangers que l'adversaire va pouvoir mettre en place. Mais vraiment, je me focalise sur mes points forts à moi et je ne me laisse pas manger la tête un seul instant à me focaliser sur ce que je pourrais subir. Parce que je pense que quand tu commences à rentrer là-dedans, c'est un cercle vicieux et faut surtout pas rentrer dans cet état d'esprit de ce qui pourrait mal se passer. Faut voir les choses de manière positive. Et puis, vraiment, une fois que les choses est fini, quand on a quelques minutes avant de rentrer dans un combat, souvent, je ferme les yeux et puis j'essaie de visualiser les premiers instants du combat, là où on va commencer à se mettre en jambe, à se checker, à prendre nos distances, monter bien les mains, des choses assez basiques, mais pour visualiser les premiers instants du combat. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, se focaliser sur finalement ce qui dépend de toi. Et moi, je me dis, voilà, et de toute façon, ce combat, si on l'a accepté, c'est qu'on est en mesure de le gagner. Et puis, la manière dont on va le gagner, on l'a travaillé, on l'a réfléchi, et donc je me focalise là-dessus parce que je sais et je me convainc de toute façon que si on fait ce qu'on a dit, ça va bien se passer. Et si jamais ça se passe pas bien, on réadaptera et puis on se fermera les dents. De toute façon, des coups, on va en prendre et il faut accepter d'en prendre parce que c'est le sport. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est de rappeler que dans la MMA, en fait, c'est ok, il y a des coups, mais il y a une stratégie pour gagner, quoi. Souvent, les gens, ils pensent pas, quoi. Ils voient ça comme un combat, ils voient des coups, mais ils pensent pas que avant il y a eu aussi un plan de combat, une stratégie pour gagner, quoi. Souvent, ça leur échappe. Ouais. Par exemple, là, en termes de réadaptation, sur le dernier combat, on était complètement dedans. Dans ma stratégie, j'avais vu que c'était un mec qui j'avais plutôt pas trop mal, qui avait une jambe arrière qui était plutôt pas trop mal. Donc, l'idée, c'était toujours d'avancer sur ma droite pour un peu adouler ses jambes et puis me décaler sur un côté qui est plus faible, sur son côté le plus faible, le quadriller pour isoler dos à la cage et puis casser la distance contre la cage pour l'emmener au sol.
la partie qui a posé problème, c'était d'emmener le combat au sol parce qu'il était résistant. On a réadapté, on s'est rendu compte qu'en fait, debout, on était plus à l'aise. Donc, l'idée, c'était de continuer le travail debout et puis de continuer aussi le travail de quadrillage contre la cage, l'épuiser sans l'emmener au sol. Voilà. Est-ce que ta confiance, c'est quelque chose que tu as construit avec le temps et les expériences, ou dès le départ, tu as déjà eu cette confiance qui est souvent induite aussi par notre éducation, par nos parents? J'allais y venir justement, je pense que ça vient de là. Je pense que j'ai toujours eu plus ou moins confiance en moi et que ça vient aussi de mon éducation et puis peut-être aussi de ma mère qui était toujours stimulée à mettre en confiance, et je pense que ça vient peut-être de là, en tout cas depuis plus jeune, j'ai toujours eu le chaque. Ouais, parce que c'est souvent, j'aime bien poser cette question parce que souvent ça dépend vraiment des athlètes, des gens en fait. Souvent, c'est des expériences qui leur ont donné confiance, pas forcément les parents, et parfois c'est les parents qui leur ont donné ce socle en fait de départ pour avoir confiance, quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils vont en fait. Et c'est important en fait de leur rappeler que l'idée souvent d'être le meilleur, donc c'était le meilleur. C'est ça. T'es le meilleur. Ok. Et comment tu te situes par rapport au droit à l'erreur? Parce que tu es dans un sport de combat, les erreurs peuvent coûter cher. Comment tu te situes par rapport à ça? C'est sûr qu'en MMA ou finalement dans n'importe quelle discipline, les erreurs elles coûtent cher sur le résultat, parce que une erreur dans n'importe quelle discipline, tu peux la payer par une défaite. Après, une erreur dans le MMA, la défaite, ça peut symboliser aussi par un KO. Donc, bon, après, c'est la discipline qui veut ça, c'est parce que c'est un sport de combat. Le droit à l'erreur, moi je pense qu'on dit tous qu'on a le droit à l'erreur, que l'échec c'est pas grave, mais je pense qu'on n'en prend pas vraiment conscience au fond de nous et on stigmatise trop la défaite. Moi, des fois, c'est quelque chose qui a pu me bloquer, me dire des fois, t'as pas envie de perdre, alors que perdre, c'est pas si grave que ça. Le plus important, c'est de tout donner. Et puis après, la défaite, elle fait aussi partie du jeu parfois. La vraie force, c'est aussi de surmonter la défaite et de revenir plus fort. Et c'est pas juste une belle phrase qu'on dit comme ça. Ouais, après, il y a des défaites qui font progresser. Après, pas pareil, ça dépend s'en sert pour pouvoir rebondir, quoi. Et c'est quoi tes trucs pour te motiver? Parce que là, du coup, ça fait longtemps que tu n'avais pas combattu, il me semble. Tu es revenu parce que c'était chez toi. Qu'est-ce qui t'est... Ça faisait 2 ans que j'étais à l'arrêt, j'étais déterminé à rester complètement à la retraite. Je n'avais pas communiqué de manière officielle dessus sur les réseaux, sur tout ça. Et puis, au cours d'une discussion avec le matchmaker de l'Hexagone, qui venait à Reims, qui recherchait des moi, on en est venu petit à petit chercher le sujet de revenir. Et ce qui m'a motivé, c'était... Alors, ce qui m'a motivé, quand j'ai arrêté ma carrière, ça faisait déjà une paire d'années que, commençant à avoir par marre, c'est difficile de gagner la vie professionnelle, ma vie familiale, les contrats liés au sport des hauts niveaux. Mais je commençais à tirer la langue et être un peu fatigué de tout ça. Je commençais à être fatigué avec tout ça. Je me posais la question depuis un moment si je voulais arrêter. Et ce qui m'a poussé à en continuer, c'était, je me disais, finalement, j'étais plein de questions et j'étais un petit peu absent et je me suis dit, il faut que j'aille au bout de moi-même pour pas partir avec des regrets. Et c'est ce que j'ai estimé avoir fait avec le PFL. Je l'ai été une heure de difficulté. J'ai perdu. Le combat d'après, je l'ai gagné. J'ai quand même rejoint une grosse ligue avec les meilleurs combattants mondiaux et j'ai eu le sentiment d'avoir accompli et achevé sur quelque chose. Alors, on peut toujours aller plus loin, mais j'avais ce sentiment où je pouvais partir et ne pas me dire dans quelques années j'aurais dû continuer et avoir cette amertume, parce que je pense que ça, le sentiment de ne pas avoir essayé d'accomplir quelque chose, c'est bien pire que d'avoir essayé et échoué. J'ai préféré aller au bout de moi-même. Donc ça, c'était fait. Il y a quelque chose que j'avais pas fait, c'était combattre à Reims, c'est chez moi. Donc, je me suis dit, je ne voudrais pas non plus partir avec ce regret-là dans quelques années, avoir cette opportunité de combattre à Reims, c'est de pas l'avoir saisie au moment où elle s'est présentée. Donc, je me suis dit, allez, j'ai pu permettre une routine que j'ai toujours mis en place, une routine d'entraînement. Et puis, j'ai continué à faire ce que je fais depuis des années. Donc, c'était pas si dur pour se réorganiser, se remobiliser. Ok. Du coup, là, t'es définitivement à la retraite maintenant, là? Non. Et non. Non, j'ai repris goût. C'est ça le problème. Non, après, dans la négo, avec l'Hexagone, on est parti pour 3 combats sur 12 mois, donc on en a fait un. Donc, il en reste 2 à faire dans les 11 mois qui suivent. Sauf que finalement, je sais pas, je suis chaud en ce moment, j'ai envie de les enchaîner.
Donc, j'ai eu Nicourt de l'Hexagone. Il dit, moi, s'il y a un combat en septembre, un autre en décembre, un autre en février et un en mai, je prends. La retraite, c'est pas pour maintenant, alors. Parce que je continue ma routine d'entraînement, j'ai plus les objectifs et la pression que je pouvais avoir avant. Non. Et du coup, puisque tu parles de pression, là, comment tu l'as géré avant cette pression et aujourd'hui, maintenant que tu t'en es détaché, est-ce que finalement, c'est pas mieux? Moi, j'ai pas encore suffisamment de recul parce que j'ai fait qu'un combat comme ça et c'était la pression de la défaite, en fait, où quand on fait du MMA, on se dit toujours, il faut divers sur le palmarès, des victoires pour pouvoir espérer rejoindre des plus grosses ligues, etc. Et comme j'ai plus cette envie-là, forcément, peut-être que c'est plus confortable quand même. Et autrement, en fait, tout ce qui est pression, tout ce qui est éventuellement stress, mais bon, c'est souvent un stress positif qu'on a, je pense, quand on va combattre. Parce que du coup, de toute façon, si c'était négatif, ça serait un peu compliqué de rentrer dans la cage. Comment tu fais pour gérer tout ça? Tu as des trucs particuliers pour la gérer ou... Non, rien du tout. Je pense que c'est juste avec l'expérience, l'habitude, et puis la petite routine de pas se mettre la pression trop tôt parce que ça bourre l'énergie, et puis se focaliser, comme j'ai dit, du coup, sur ce qu'on sait faire. Ouais, ce que tu disais justement, ouais, c'est quelque chose qu'on apprend en psychologie de la performance, c'est-à-dire être focus sur ce qu'on peut contrôler et pas s'encombrer sur les choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc, finalement, tu l'as fait à la perfection. Et j'ai une petite dernière question pour toi, avant de clôturer. Souvent, on dit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais ça, je suis 100% d'accord parce que dans la difficulté, c'est que j'ai en souvenir comme ça des combats qui ont été difficiles et il faut serrer les dents et il faut être déterminé à y aller coûte que coûte et il faut rien lâcher, quoi. Donc non, je suis 100% d'accord avec ça. Après, des fois, ça m'est déjà arrivé de regarder des combats où les mecs, à la moindre difficulté, ils prennent une patate un peu dure, ils sont un peu mis en difficulté et tu vois que dans leur attitude, ils ont tendance à baisser les bras et des fois, ils se font terminer parce qu'ils ont baissé les bras alors qu'ils auraient pu essayer de se battre un peu plus. Et ça, je trouve que c'est pas un comportement digne d'un combattant. Un combattant, il doit être même mis en difficulté et continuer à essayer de se battre à chaque instant. Et c'est ce qui peut faire la différence parfois. Dans un combat difficile, ça peut faire beaucoup de différence. Anthony, écoute, merci. Je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est je le laisse à mon invité pour, en tout cas, exprimer quelque chose qui lui tient à cœur, qui lui est important et qu'il a envie de partager avec les gens qui nous écoutent. Ce serait quoi, toi? Bon, j'ai rien de particulier, si c'était que de répéter ma citation que vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire, ça c'est important. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Mais je te dis certainement à très bientôt sur un Hexagone MMA. Et il y a quelque chose. Ça rejoint un peu le vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. C'est que, je sais pas, c'est juste quelque chose qui me vient comme ça, que il y a cette phrase aussi, je remarque que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, des fois, c'est plus important de bien communiquer sur quelque chose qu'on a mal fait que de mal communiquer sur quelque chose qu'on a bien fait. Et ça, je trouve ça dommage. T'as un exemple? De manière générale, toute la com qu'on voit sur les réseaux où les gens communiquent fort et des fois sont sur des petits combattants mais qui ont un gros suivi et puis des combattants qui sont des fois beaucoup plus performants et puis communiquent plutôt mal sur ce qu'ils font. On met facilement plus en lumière et on attache beaucoup plus d'importance aux combattants qui communiquent bien. Et en l'occurrence, je suis un combattant qui communique mal. Bon, écoute, de toute façon, nous, on va bien communiquer sur ton interview qui est chouette. Et en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Surtout qu'en plus, tu étais au boulot, tu as pris un peu de temps pour pouvoir accepter cette interview. Et je t'en remercie. Je te dis à très bientôt sur un prochain combat avec Hexagone MMA. Voilà. Donc, je sais que les prochaines dates, il y a quelques dates cet été, là, juillet, août. Il y a Orange en juillet, Béziers en août, et puis les septembre avec à Nantes, avec le Brave. Donc, voilà, tu feras peut-être sur une en septembre. J'aimerais bien en septembre. Ouais, écoute, on se tiendra informé et j'espère que tu vois. Ok, avec plaisir. Merci beaucoup, Anthony. Passe une belle... Allez, merci Sébastien. Ciao. À plus. Ciao. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en le taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras
aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.